Merci de nous retrouver avec, comme tous les mardis, Caroline Fourest, journaliste et directrice de la rédaction de Franc-Tireur. On va revoir la une de Franc-Tireur parce qu'elle est en plein dans votre propos, Caroline. Vous vous demandez, et c'est vrai qu'on a du mal à se projeter 10 ans en arrière, ce qu'ont provoqué les attentats sur le débat public. On n'était pas prêt il y a 10 ans. On n'était pas prêt à faire face à la menace. On n'arrivait pas à la considérer. À l'heure où on commémore ces attentats, vous dites, il y a une interview de Manuel Valls où il dit ses propos d'ailleurs, où il dit oui, on a progressé, mais comme vous, il dit oui, mais il y a toujours les autruches. La gauche autruche et dans votre édito, la presse autruche, c'est-à-dire celle qui, même 10 ans après, a toujours du mal à nommer les choses, à regarder les choses, à regarder la réalité. De quoi parlons-nous ? Alors je parle concrètement de ceux qui, par idéologie ou par paresse, ont la tête dans le sable, mais non seulement ils ont la tête dans le sable même quand le danger vient ou quand le danger est déjà passé, mais quand ils sortent la tête, c'est pour vous donner des coups de bec pour avoir vu. Ils mordent les lucides, ils mordent les courageux. On parle de Manuel Valls, qui a été pendant cette période des attentats du Bataclan une immense force de réassurance, de lucidité et de courage. On est beaucoup à avoir vécu cette période des attentats de Charlie Hebdo à l'après-Bataclan en se disant on est content d'avoir comme Premier ministre Manuel Valls parce qu'on sait que c'est à la fois cette gauche lucide qui est capable de prendre les bonnes décisions, d'incarner l'État. On se souvient de son discours historique à l'Assemblée nationale, des mots forts. Il avait nommé les choses. Il avait nommé l'islamisme. Il avait su agir, mais aussi on avait cette confiance dans le fait qu'on était devant quelqu'un de solide, de travailleur et de sérieux, au sens pas démagogue, pas populiste, pas quelqu'un qui allait non plus en faire trop. Parce que on va en parler aussi, l'islamisme a deux visages. Il y a le bras armé qui vous frappe et qui vous fait peur, qui sème la terreur. Et puis il y a le bras politique qui derrière cherche à moissonner, à radicaliser, à récolter. Et puis ensuite il y a un troisième effet terrible dans ces périodes-là, c'est qu'il y a aussi le risque de céder à la colère, puis à la haine, et de voir d'autres extrémistes en profiter à l'autre bout du spectre, plutôt du côté de l'extrême droite. Et quand on voit les sondages, par exemple, là qui sortent 10 ans après les attentats du Bataclan, on s'aperçoit que beaucoup de Français sont toujours marqués par ces événements. Donc il y a quelque chose qui a tenu, il y a une conscience qui a tenu dans l'ensemble. Ils ont à la fois un peu peur, ils sont toujours solidaires, et finalement la solidarité n'a pas si mal tenu pour voir le verre à moitié plein après ces attentats. On aurait pu s'attendre après l'année, plus qu'une année, le nombre de morts que nous avons vécu, le nombre de litres de sang qui ont coulé, on aurait pu s'attendre à beaucoup plus d'aigreur, de revanche, à beaucoup plus d'agression envers notamment nos concitoyens musulmans. On n'a pas beaucoup pris le temps de dire que le pays a tenu, dans le calme, dans la dignité, avec vraiment quelque chose qui devrait nous rendre fiers en fait. On devrait être fiers de vivre dans un pays qui est capable de traverser ces épreuves et de s'en sortir de façon aussi unie. Même si ma crainte, c'est que si ça nous arrivait à nouveau, je ne sais pas si on tiendrait de la même manière. Je ne sais pas si avec l'usure, avec la fatigue, nous étions avant la pandémie, regardez dans quel état on est sorti de la pandémie, en termes de croyance dans les vérités communes, en termes de capacité de faire confiance à l'État. Ce sont des rapports à l'État qui sont très importants, parce qu'en cas de crise, c'est là où les manipulateurs ou les semeurs de chaos peuvent nous monter les uns contre les autres. Et on a plutôt bien tenu, mais la pandémie est passée par là, on a un peu moins tenu ensuite. On a eu beaucoup de discours de défiance envers, encore une fois, toute vérité énoncée. Et je me dis parfois, si on était amené à revivre une période aussi déstabilisante, je pense qu'on serait clairement au bord de la rupture et au bord de céder à la colère. On voit que la colère est très présente dans le sondage dont je vous parlais, dans les sondages qui sortent en ce moment, 10 ans après. Et moi, je suis convaincue, David, que cette colère, elle tient, 10 ans après, elle tient moins aux attentats eux-mêmes. Il y a une raison d'être en colère suite aux attentats, mais 10 ans après, la colère se transforme normalement. Si la colère est restée à ce niveau-là, je le crois beaucoup, c'est à cause des autruches. Je suis convaincue que c'est ceux qui justement continuent à faire comme si nous étions avant, comme si nous ne savions toujours pas, comme s'il ne fallait toujours pas nommer ou toujours pas regarder en face ce danger, et qui continuent même à mordre ceux qui voient et ceux qui disent. Je suis convaincue que c'est ceux qui font monter et maintenir la colère au point de pouvoir faire croire, à force
dégommer, on va en parler, d'attaquer tous ceux qui sont un peu lucides au centre de l'échiquier politique, que finalement la seule solution est à l'extrême droite, et chez les haineux ou chez les xénophobes. Les autruches font le jeu des extrêmes, c'est ce que vous nous dites. Totalement. Mais alors, vous vouliez partir d'un moment assez surprenant avec le recul, d'une émission de télévision où des propos avaient été tenus dans les deux sens. Oui, c'est une émission dont on n'a pas les images, mais j'ai essayé de vous la faire revivre, et je vous conseille d'aller la voir sur les réseaux sociaux si vous pouvez. C'est un extrait d'un plateau de Ce soir ou jamais, émission de débat du service public, où étaient invités beaucoup d'excités en général, sans jamais les présenter, ça c'est autre chose. Et cette émission, elle se passe en 2014. On est donc un an avant la terrible année 2015 où le sang va couler en France. Et sur ce plateau, il y a David Thompson, qui est un journaliste, pour le coup, qui connaît vraiment très très bien le sujet du djihadisme, qui a interviewé énormément de djihadistes en prison, sortis de prison, qui a fait du terrain, et qui vient ce soir-là lancer une alerte que d'autres ont portée depuis des années, parce que ça faisait déjà 10 ans qu'on était un certain nombre à dire attention, danger, le danger se précise. Mais David Thompson, lui, il venait avec des témoignages très concrets, dire j'ai interviewé des gens qui sont en train de partir en Syrie, et je m'inquiète du fait, on va voir un extrait de ces citations, et je m'inquiète du fait qu'ils puissent revenir frapper la France. Et à l'époque, sur le plateau de Ce soir ou jamais, voilà, pour les djihadistes, la France était l'ennemi de l'islam et d'Allah. Dans leur esprit, frapper la France est légitime. Donc il dit à l'époque. Il dit, et on l'interroge, je lui dis, ah bon, vous croyez vraiment que... Et je me souviens du rire sur le plateau, des moqueries sur le plateau, du mépris sur les plateaux d'universitaires qui étaient invités avec lui, notamment Raphaël Liogier, qui est un des universitaires connus pour son... C'est un peu le roi des autruches à l'université. Et qui Pour quelle raison parte-t-il si loin si l'ennemi est déjà ici? Vous êtes en train de diffuser une représentation qui motive certains Français. Et il rigole et il dit c'est du populisme. Et il en fait des caisses sur le mode alors, il serait parti si loin pour aller venir nous frapper ici. Ça tient pas debout votre histoire. En gros, je résume, c'est pas exactement ce qu'il dit. Vous avez un extrait de sa citation. Il faut voir la scène. Et comme ce monsieur est universitaire, vous savez, ça impressionne les gens. Ils se disent d'un côté vous avez un journaliste, de l'autre côté vous avez un universitaire. Si ce monsieur a un centre de recherche, c'est qu'il est très sérieux, et donc il doit parler au nom de la science, ce monsieur. Sauf que, évidemment, c'est là où c'est intéressant de présenter les gens. Raphaël Liogier, il est à la tête d'un centre de recherche sur le fait religieux. Sa spécialité, en réalité, c'est de défendre le fait que la laïcité française est beaucoup trop sévère. Lui, on le voit là au congrès de l'UOIF, congrès annuel des frères musulmans en France, auquel il participe très régulièrement. Pour lui, l'UOIF, ce ne sont pas des intégristes. C'est-à-dire jamais d'intégristes religieux avec Raphaël Liogier. Chaque fois qu'on a dit d'un mouvement, que ce soit des intégristes catholiques ou des intégristes musulmans, qu'ils étaient intégristes au regard de leurs pratiques liberticides, de leurs projets politiques radicaux, Monsieur Liogier, au nom de la science, vous explique que pas du tout. Ce sont des gens tout à fait sympathiques et que les intégristes, ce sont les laïcs qui s'inquiètent ou qui alertent. Et je vous dis ça pourquoi ? Je vous dis ça pourquoi ? Parce que cette tradition, malheureusement, au sein de l'université française, la tradition de l'accompagnement de l'intégrisme religieux et du fait de traiter d'intégristes les laïcs, elle est très très loin d'être éteinte. Jean Bobéroux en a été un des têtes de file, mais vous avez une foultitude de centres de recherche qui en vivent bien, qui font des colloques avec des sectes, qui font des colloques avec des mouvements extrémistes. Parfois, ils sont au CNRS, très nombreux. Et ça vous explique pourquoi, si on a certainement gagné en termes de loi pour nous protéger, ça je le pense. Je pense que on a eu des ministres de l'Intérieur depuis Manuel Valls qui ont plutôt bien agi, qui ont su expulser les imams qui propageaient la haine ici, alors qu'ils se sont pris une volée d'injures de la part des autruches, qui se sont pris la Ligue des droits de l'homme, qui se sont pris une partie de l'extrême gauche, évidemment, qui a crié à la déportation, à l'islamophobie. Et ils se sont pris aussi les universitaires autruches quand ils ont alerté. Souvenez-vous de la polémique autour du mot islamo-gauchisme. Dans le genre, 10 ans après, on n'a toujours pas appris à nommer. Moi, je comprends très bien qu'on puisse débattre du terme, est-ce qu'il est trop facile, trop réducteur, etc. Il y a une chose dont je trouve hallucinant qu'on soit encore en train de débattre. Or, la semaine dernière, dans Complément d'enquête, on était visiblement encore en train d'en débattre. C'est le fait que dire islamo-gauchisme, en soi, est plus grave que l'existence de mouvements de gauche s'alliant avec des islamistes. Parce que malheureusement, ça existe et qu'on en a une preuve quotidienne. Et ce phénomène-là n'a pas régressé depuis 10 ans. Le phénomène de mouvements de gauche, gauchiste, la gauche radicale, pas toute la gauche. Je tiens à le préciser, il y a une gauche qui résiste, mais elle est malheureusement très malmenée. Mais donc ces mouvements
gauchistes qui considèrent que l'islamisme c'est la résistance, y compris la résistance armée, que le terrorisme est un moyen de résistance, et qu'au fond ce sont les damnés de la terre qui résistent à l'impérialisme ou au sionisme, l'islamo-gauchisme, qu'on aime ou pas le terme, c'est une réalité qui est en pleine explosion, en réalité. Qui n'a ça, pas on peut considérer que parfois il est employé à l'emporte-pièce, mais il désigne, il ne faut pas oublier qu'il désigne une réalité. Mais quand vous avez des politiques qui nomment, et en l'occurrence, Jean-Michel Blanquer, quand il était ministre de l'Éducation nationale, il a osé nommer, il a osé alerter. La ministre de l'Enseignement et de la Recherche, Dominique Vidal, qui connaissait moins ce dossier, mais avait osé aussi poser un pied sur ce terrain. Elle s'est fait incendier, étriller. Elle est partie en dépression. 600 universitaires, toujours relayés par Le Monde, qui adore le journal préféré des universitaires autruches, ont fait une pétition pour lui demander de démissionner, de se taire. D'ailleurs, elle s'est tue. C'est ça la réalité. C'est que les politiques, au centre de l'échiquier, ou à gauche ou au centre, qui osent nommer et qui osent être lucides et courageux, depuis 10 ans, ce qu'ils ont vécu, c'est à chaque fois des levées de boucliers, des appels à être annulés, des campagnes d'une telle violence, qu'il ne faut pas s'étonner s'il n'y a aujourd'hui que des gens à droite et à l'extrême droite, parce que eux, ils survivent mieux à ces campagnes. Ils ont un public pour les soutenir quand ils nomment. Et aujourd'hui, on se demande, 10 ans après, comment ça se fait que des chaînes qui sont en boucle sur ces sujets-là, au point honnêtement, David, de poser un autre problème, c'est que quand vous avez CNews du matin au soir qui récupèrent ces thématiques, alors eux, ils prennent les mots, mais ils les font gonfler, ils déforment tout, ils mettent tout dans la besace, le mot woke, ils mettent tout dans le mot woke, dans l'islamo-gauchisme, ils mettent tout dans l'islamo-gauchiste. Du coup, ces mots ne veulent plus rien dire, ils se vident de sens, ils sont récupérés, et on ne peut plus les utiliser, et on ne peut plus nommer. Du coup, vous avez l'impression qu'il y a presque une alliance objective ? En tout cas... Moi, j'ai toujours pensé, et c'est aussi un peu ce qu'on explique dans Franc-Tireur chaque semaine, que les extrêmes se nourrissaient, c'est des mouvements de balancier. Et je pense surtout qu'ils ne sont pas une solution l'un à l'autre. Parce qu'en réalité, si je peux entendre, quand on me dit peut-être que vous critiquez tout l'écosystème médiatique autour de ces news, je n'y vais jamais, moi. Je ne vais jamais porter les alertes que je peux faire sur un plateau de LCI, je n'irai jamais les faire sur ce plateau-là à CNews, parce qu'ils diraient autre chose, parce qu'ils raisonneraient autrement, qu'ils seraient récupérés. À LCI, je sais que je peux dire des choses précisément dans un plateau qui respecte ma précision. Mais évidemment que on me dit ces médias ont du succès parce que les médias de service public parfois n'osent plus nommer. De fait, Complément d'enquête vient de passer une émission quasiment à disputer Jean-Michel Blanquer pour avoir nommé. Ça, je pense que ça fait le jeu de l'extrême droite. Donc évidemment que ça pousse des spectateurs vers les chaînes qui sont en boucle sur le fait de nommer, voire d'exagérer. Le problème, c'est que ceux qui essaient de tenir une ligne de crête qui est à la fois contre l'islamisme et contre le racisme, essayer de protéger la République, la laïcité, sans tomber dans la xénophobie, sans affaiblir l'état de droit. Ces gens-là, ils se retrouvent pris en étau, étouffés, inaudibles, et à terme, ils vont être effacés. Moi, ils vont être effacés. Mais je ne me fais aucune illusion, David. Vous n'allez pas être effacé, car votre parole... Il y a un jour, au bout de... Ce que je veux dire, c'est que en même temps, le discours que vous tenez, les valeurs que vous défendez, la vision que vous avancez, elle est aussi partagée par un grand nombre de personnes. Mais ça, j'en suis convaincu, David, sinon je ne serais pas encore là à vous parler. J'en suis convaincu, mais moi, je vois un à un mes camarades de vigilance disparaître, soit parce qu'ils sont fatigués d'être attaqués, encore une fois, par les autruches. En permanence, ils subissent des cabales au choix de Mediapart ou d'Arrêt sur Image, au choix de Libération ou du Monde, et parfois même avec plus d'écho encore, et bien sûr de la meute LFI, qui dès qu'on pose une question qui fâche sur l'islamisme à un responsable des LFI, emballe avec ses trolls, avec ses troupes sur les réseaux sociaux pour faire taire le journaliste qui ose, avec des relais parmi les syndicats des journalistes, parce que ça, il faut en parler, de l'intimidation aussi de la parole publique. Aujourd'hui, LFI a des connexions dans les syndicats de journalistes qui font que quand vous avez une parole lucide sur ces sujets-là, vous n'êtes pas à l'abri qu'on demande votre tête en coulisses à la demande de LFI via des syndicats qui sont censés protéger votre liberté de parole et votre liberté de travail. Et ça se passe dans beaucoup de rédactions aujourd'hui, David. Donc quand je vous disais, on cherche à faire disparaître le juste milieu, entre guillemets, c'est que je vois encore une fois beaucoup de gens épuisés, dont on obtient la tête, qui finissent par disparaître des plateaux de télé, qui finissent par, entre les menaces de mort, être sous protection policière, se faire insulter par d'autres confrères ou par des universitaires quand ils sont les derniers qui restent à l'université. Je leur souhaite bien du courage. Les jeunes n'osent plus travailler sur ces sujets. Vous avez je ne sais pas combien de thèses sur l'islamophobie, encouragées par des profs
et des chercheurs, et des centres de recherche, grassement payés. Mais vous avez combien de thèses, combien de gens qui ont pris la relève de Gilles Kepel, ou de Bernard Rougier, il y a Hugo Micheron et quelques autres. Heureusement, il faut qu'ils tiennent, parce que c'est ça la relève dans l'université, mais elle n'est pas soutenue, cette relève. Et quand vous voyez ce qui est arrivé aux ministres de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale qui ont essayé de soutenir cette relève et cette vigilance, vous vous dites combien de temps ça va tenir. Donc de ce point de vue-là, c'est le verre à moitié vide. Et l'autre risque d'effacer tous ces efforts, c'est qu'on a une extrême droite aujourd'hui qui, honnêtement, n'a jamais été très efficace dans la résistance à l'islamisme. Parce que quand vous connaissez la branche politique de l'islamisme, et notamment la branche frériste sur laquelle je travaille depuis très longtemps, vous savez que eux, un gouvernement d'extrême droite demain, ils vont s'en régaler. Ça va nourrir, au contraire, leur bataille culturelle sur le terrain. Ça va leur permettre de mettre plus de piquets, plus de sections, d'enrôler, d'engranger, de radicaliser, et surtout d'être, pour le coup, défendu par toute la gauche. Parce que vous le voyez bien aux États-Unis, quand Donald Trump est élu, vous ne pouvez plus critiquer Zohran Mamdani parce qu'on vous accuse de faire le jeu de Donald Trump. C'est comme si plus personne n'était capable d'avoir des yeux pour regarder tout à la fois. C'est-à-dire se dire, Donald Trump est un énorme problème pour l'État de droit et pour l'Amérique, et Zohran Mamdani pose aussi question. Et on peut dire les deux. C'est le principe de la polarisation. C'est le principe de la polarisation. Et donc, du coup, la ligne de crête au milieu risque, encore une fois, vite d'étouffer. Et ça, pour le coup, 10 ans après, on ne peut pas dire que ce soit plus facile de tenir cette position. Bon. Questions, réactions, commentaires? Non, mais moi, je partage complètement ce sentiment de stupeur, finalement. 10 ans après ce qu'on a vécu, qui nous a touché personnellement et évidemment toutes les victimes, ça reste minoritaire de pouvoir avoir une ligne qui soit effectivement à la fois laïque, républicaine, et qui en même temps sache regarder en face et dénoncer les dangers du communautarisme, de l'islamisme, du djihadisme, sans être pour autant attaqué et en étant considéré comme d'extrême droite. Et c'est incroyable. C'est incroyable, parce qu'on a l'impression qu'on a régressé complètement. Quand on entendait ces mots... Donc vous voyez plutôt le verre à moitié vide. Mais oui, moi je suis stupéfaite que ce qu'on a vécu... Et l'air, non pas d'avoir été oublié, je pense à toutes les familles de victimes, à tous ces jeunes, à Charlie, à l'Hypercacher, à toutes ces familles, et à Nice, enfin, et que finalement il puisse y avoir des phénomènes qui ressemblent et qu'on ne les reconnaisse pas, et qu'on n'y voit pas la similitude. Alors quand vous dites des phénomènes qui ressemblent, est-ce qu'il y a un continuum entre l'islamisme communautariste notamment, qui existe, et il ne faut pas le nier, et la violence que constitue le djihadisme. On ne va pas faire de lien direct. On ne va pas dire que l'un conduit à l'autre directement, mais on peut nommer chaque chose. On peut dire que là, il y a un communautarisme islamique qui peut être une question pour notre mode de vie, pour l'égalité femmes-hommes par exemple, que là il y a une menace djihadiste, et par exemple Céline Berton et Patrick Calvar hier soir avec Darius Rochebin l'ont extrêmement bien expliqué. C'était une magnifique interview de 2 directeurs de patrons de la DGSI, du renseignement intérieur, et donc nommer chaque chose et être précis, vous avez tout à fait raison pour différencier, mais en même temps oser les nommer, oser en parler, y voir les reproductions, en voir les réitérations, les détecter, les expliquer. Mais tout cela reste aussi toujours très difficile. Comment est-ce possible, 10 ans après avoir vécu ces épreuves-là dans notre chair à tous ? Hervé ? C'est forcément difficile, Ruth a raison, mais j'ai envie de lui dire, forcément ce combat-là ne peut pas être facile. On ne peut pas affronter des totalitarismes et des branches violentes de mouvements religieux fanatiques qui utilisent le terrorisme comme arme de destruction massive de la pensée dans les démocraties. Évidemment, ça peut pas être facile. Moi, j'admire beaucoup. Pourquoi ça peut pas être facile ? Parce que c'est un combat très difficile. Ce sont des gens qui sont extraordinairement déterminés, et comme ils n'ont pas les principes que nous avons, ils n'ont pas le goût du débat que nous avons, le respect de la parole de l'autre. Évidemment, le combat sur le papier au départ, il est un peu déséquilibré. Et donc nous, pour combattre ces gens, ces fanatiques, nous avons les armes que donne la démocratie. Donc nous avons des soldats, de la police, des forces de sécurité, et puis nous avons nos valeurs, nos principes, notre courage quand nous en avons.
Et c'est vrai, et c'est bien de dire que l'ensemble du pays a fait face à ces attentats qui étaient horribles. C'était une période, enfin on en a tous des souvenirs très très marquants, même si on n'y a pas forcément directement été exposé. Mais je peux vous dire, moi j'étais au Stade de France, chaque fois que je pense à ça, j'ai des frissons, j'ai de l'émotion à ce souvenir. Et tous les gens se souviennent très bien ce soir-là, ce qui s'est passé, comment ils l'ont appris. Donc tout ça, ça nous a marqué. Moi simplement, je trouve que, en effet, il y a des gens très courageux, plus que d'autres. Je trouve que ce que fait Caroline depuis des années est admirable. Je trouve que Franc-Tireur est un journal qui mérite qu'on parle de lui et qu'on le respecte, parce que justement, il y a une volonté de défendre des principes, mais de le faire avec des faits, en mettant des faits, parce que ce qui est très difficile, mais qu'il ne faut surtout pas lâcher, c'est que ce débat ne peut pas être seulement un débat, c'est-à-dire que ce n'est pas idée contre idée, argument contre argument. Il faut mettre des faits sur la table. Alors vous avez raison de souligner la nécessité de nommer, mais il y a aussi l'exigence de mettre des faits dans ce débat. Ce ne sont pas seulement des idées ou des principes, c'est la réalité qu'il faut montrer, et il y a des connexions, il y a des complicités, il y a des complaisances. Tout ça mérite d'être non seulement énoncé, mais d'être dit, d'être montré et d'être prouvé. Et donc pour ça, je trouve, je ne veux pas dire que Ruth est pessimiste, mais en tout cas, je l'encourage à ne pas se laisser gagner par le pessimisme. Il faut continuer. C'est dans nos démocraties, et nous qui faisons ce métier, et c'est ce que nous avons de plus cher. Au fond, c'est l'essence de notre métier, c'est de pointer des faits, et ça, il ne faut jamais renoncer à le faire. Pascal ? Là, on parle de terrorisme. Oui, il faut vraiment distinguer les choses, quoi. Il y a bien un mouvement terroriste qui repose sur une espèce de substrat idéologique. Et dans ce combat, acceptons l'idée que c'est une guerre. C'en est une, contre le terrorisme. Les violents ont un avantage sur nous. C'est-à-dire que nous, on débat, on a l'arme de la parole, et c'est difficile de convaincre. Eux ont l'efficacité. Moi, je relève, c'est d'ailleurs ce que je retiens de ces 10 années, c'est que les Français forment un peuple solide. C'est qu'il n'y a pas eu de mouvement violent à l'égard de qui que ce soit. Et ce qui m'inquiète le plus, Caroline, c'est pas seulement en France, mais aussi en Europe. Vous avez sans doute entendu parler d'un sociologue anglais qui s'appelle Chris Harman, qui est plutôt marxiste et qui défend une thèse. Alors, il est décédé maintenant, mais sa thèse fait légion un peu. Elle fait jurisprudence dans les universités anglaises. L'islam, au fond, et l'islamisme sont des outils de résistance au capitalisme. Et comme il y a une partie de ce camp qui est dans l'obsession anticapitaliste, et vous avez des gens qui en viennent à légitimer, finalement. Et tout ceci est enseigné à l'université. Légitimer la violence, vous voulez. À légitimer la violence, bien sûr, à légitimer la violence. Et donc, quand l'adversaire prend la forteresse, qui est l'endroit où on produit les connaissances, vous vous rendez compte que on voit plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Caroline, le mot de la fin. Juste pour expliquer comment ça fonctionne entre la branche armée et la branche politique. Bien sûr que l'islamisme en tant qu'intégrisme, ça n'est pas le même degré, stade que le djihadisme. Donc il faut les distinguer. Mais le djihadisme ne tombe pas du ciel. Il se nourrit du terreau intégriste et idéologique. Et au niveau idéologique, le but de l'islamisme, c'est d'expliquer à la jeunesse et à ceux que l'idéologie peut radicaliser, que tout est la France. Tout est à la faute de la France, de l'Occident, de la laïcité. Et cette inversion des valeurs, cette fragilisation de nos piliers communs qui nous protègent, le fait qu'ils soient toujours aussi présents parmi une certaine jeunesse au sens large, c'est pas la jeunesse auquel on pense forcément, c'est toute la jeunesse qui, ces derniers mois et ces dernières années, dans le monde, sur les campus, ont été travaillés par des groupes qui, au nom soit de la Palestine, soit de n'importe quelle cause, les habituent à justifier le recours à la violence armée pour une bonne cause. On a vu une jeunesse américaine lire des lettres de Ben Laden contre l'Amérique, une larme à l'œil, en trouvant qu'il écrivait très bien et qu'il disait des choses très justes. On est là à ce niveau de propagande et de capacité de retournement. Heureusement, on a un État solide, on a des policiers qui travaillent bien, on a des renseignements qui travaillent bien, on est à plus de 79 attentats déjoués depuis 10 ans, ce qui nous permet de souffler, de ne pas craquer. On a largement tenu, je ne dis pas qu'il n'y a pas des actes contre les musulmans et contre des mosquées, il y a des actes faits par des Russes et il y a des actes vraiment faits par des racistes, ça existe. Et on a un pays qui est au bord quand même
de se donner à la colère, qui est au bord de se donner à une radicalité d'extrême droite, à force de ne plus supporter justement les attaques et les autruches. Moi, je reste convaincu que le meilleur moyen de déjouer ça, ce piège infernal, cette triangulation infernale, c'est de toujours regarder les choses en face, de nommer calmement, posément, d'être une boussole. Dans le chaos, c'est ce qu'on disait de Molins. Je voudrais finir là-dessus. L'ancien procureur de la République. François Molins, qui pendant toute cette période a été la voix de la République, la voix de la raison. Et moi, il m'a fait un bien fou. Voilà, je voudrais aussi lui dire merci. On est plusieurs à l'avoir ressenti. J'ai eu l'occasion de lui dire une fois merci lors d'une commémoration pour Charlie Hebdo. Merci d'avoir été ça, c'est-à-dire ce qu'on aime avec l'État, avec la République, cette voix qui nous dit vrai, qui nous dit ce qu'elle peut nous dire quand elle peut nous informer, pour nous tenir ensemble. On a encore cette capacité, on a encore ça dans ce pays. Faut pas le lâcher parce que moi je crois que c'est ça la réponse. C'est ça la solution pour passer ces épreuves. C'est pas la colère, c'est pas la haine. Merci Caroline et à mardi prochain. À mardi prochain.